Déjà, rien que pour apprendre le référencement toute seule, je t'explique pas les barrières. Le milieu était très fermé. Je me suis dit, l'idéal pour Wallaxy, ce serait qu'on aille chercher le mot-clé prospection. Si un jour, il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, je peux te positionner top 1 sur Google en 2 semaines ou un mois, fuyez. Le SEO, il fonctionne majoritairement en 3 piliers. Pilier technique, pilier contenu, pilier confiance. Quand tu vas faire une recherche, t'as intérêt à ce que la page, elle soit écrite par un humain, pour un humain. Et souvent, les sites qui décollent pas du tout, c'est parce que... Amandine Barr. Elle transforme le SEO, sujet réputé pénible, en contenu magnétique. La loutre du SEO, toujours à l'aise dans les eaux troubles de la technique, a un parcours spectaculaire. D'apprentie, elle est devenue Head of Acquisition chez Wallaxy depuis. Plus de 100 projets accompagnés, plus de 1000 personnes formées au SEO et des résultats business à 6 chiffres. Alors ne vous fiez pas à son ton accessible, il cache une puissance stratégique redoutable. Aujourd'hui, elle partage ses leviers de performance sans mystère ni migraine. Elle est l'invitée du podcast Business et Dolce Vita et cet échange vaut de l'or. Amandine, toi aujourd'hui, tu es une référence en SEO et growth. Comment tu décrirais ce que tu fais, ta vision, ta mission? Ma mission particulièrement, c'est de rendre le référencement simple. J'en avais ma claque que tout soit très compliqué, très flou et de pas trouver le contenu, que moi j'aurais, aimé voir quand j'apprenais le référencement. Donc ma mission, c'est clairement de redonner un peu le pouvoir à chacun sur sa visibilité, par le référencement. C'est vrai que le SEO direct, on se dit, mais migraine, quoi. Comme tu l'as dit avec ton agence, notre Déjà prise rien que de le mot. tête. C'est ça, c'est Rien que le mot, ça. tu là: «Oh là, ça Ça a c'est l'air technique. compliqué. Qu'est-ce Ouais. que qu'est-ce que je fais? C'est pas pour moi». Souvent l'effet, tu te sens perdu, tu vois? Tu es face à ton ordinateur et on te dit: «OK, vas-y, faut que tu fasses du SEO». Mais tu es: «OK, mais je fais quoi? Comment je Tu fais? commences par quoi?» Ouais, Et c'est un carrément. peu ça en tout cas, que j'ai envie de changer. Ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est hyper intéressant. On a un peu le même, c'est marrant. Donc, au départ, c'était autodidacte. Après, tu es rentré chez Wallaxy. Donc, tu as été salarié chez eux, avec qui tu as eu des résultats de ouf. On y reviendra. Vraiment, c'est trop cool. Et aujourd'hui, tu as dit bye bye au CDI. J'adore. T'as vu, je reprends tes termes. Hein. Pour lancer ta propre agence. Pareil, avec un nom que j'adore, SEO sans migraine. J'aime beaucoup. Comment on passe d'autodidacte à une des références SEO en France? Ah, ça a été, de longues années, hein, ça s'est pas fait comme ça. Ouais. J'ai eu une expérience entre, autodidacte et Wallaxy qui m'a permis de m'apporter pas mal de structure aussi. J'ai fait un parcours assez classique, mais j'ai fait pas mal d'alternance, en fait et c'est vrai que l'alternance, ça m'a permis très vite, en fait, de passer plutôt de la théorie à la pratique. Même si dans mes cours, j'apprenais absolument pas le référencement, la boîte dans laquelle j'étais tombée, moi je savais déjà que je voulais faire du référencement. Ils en faisaient un peu vu que c'était un site e-commerce et du coup on a trouvé un petit compromis entre les 2 où, ils m'apprenaient un peu plus de structure vu que moi j'étais autodidacte, j'arrivais avec plein d'idées et du coup j'avais une façon d'aborder le référencement qui justement eux leur faisait du bien et moi ils m'apportaient un peu de structure et c'est ça qui m'a permis après quand j'ai pris mon poste, chez Wallaxy, en fait d'arriver avec, mes idées, un peu folles et qui cassent un peu ce qu'on fait d'habitude et la structure qu'on m'avait apportée. J'ai mélangé les 2, j'ai gardé ma folie. Je suis pas restée, très rigide et cetera parce que justement je trouvais qu'on perdait du temps en faisant ça et du coup, c'est on va dire qu'OLX ça a été mon vrai premier test, puisque j'avais une stratégie SEO en tête que je voulais faire depuis plein, plein, plein d'années. Le problème, c'est qu'il me manquait de l'argent et il me manquait du temps. C'est vrai que quand tu es autodidacte, c'est cool, hein, mais tu es toute seule enfin moi, j'étais toute seule dans ma chambre à essayer de faire plein de trucs sur des sites, à comprendre le référencement, à poncer le sujet. Mais à un moment donné, j'étais limitée, tu vois? Il fallait que je puisse passer, 100 de mes journées à faire ça et il fallait aussi que j'ai un peu de budget pour pouvoir, tu sais, quand tu as que 2 mains, tu peux pas tout faire. Carrément. Et chez eux, du coup, j'ai vu comme quoi tu avais même pu avoir une équipe que tu Ouais, gérais directement. Ouais, c'est c'est ça. Au cool. début, Donc, j'ai commencé, alternante et après, j'ai fait 5 ans chez eux avec une équipe de 10 personnes. waouh, ils ont vu le potentiel, ils se sont dit, on la garde. Non, mais je crois que notre échange, il était très cool. C'est ils m'ont dit: «Écoute, nous, on a besoin de clients». Moi, j'ai dit: «OK, moi, je vais faire du SEO». Donc faut qu'on trouve un compromis entre les 2 et ils m'ont fait confiance et c'est rare, d'avoir des boîtes aussi qui font autant confiance à quelqu'un, 1 d'autodidacte et 2, tu vois, en début de start-up où tu as pas de clients et il faut que tu les trouves, assez rapidement pour pouvoir continuer, la suite de ton aventure, tu vois? On va dire qu'on était plutôt alignés, et ça s'est bien passé pour tout le monde. Ouais, c'est cool, c'est cool. En plus, vous avez eu des super résultats. Là, aujourd'hui, ils sont à plus de 300 000 visiteurs par mois, c'est ça, grâce à Ouais, votre grâce au travail? SEO, ouais, c'est ça. Ouais, Ça ce qui est ouais, c'est cool, c'est incroyable. que dans le SEO, plus tu fais d'efforts, en fait, souvent tu cumules tes efforts de l'année dernière. Donc tu as toujours 1 an un peu de décalage avec le travail que tu fais.
Ce qui est cool, c'est que quand t'arrêtes, bon, bah, ça continue déjà, mais c'est que surtout, bah, en fait, t'as une croissance qui s'arrête quasi jamais si tu continues de l'entretenir. Contrairement aux réseaux sociaux, en tout cas Instagram, Oui. où ça meurt. Ouais. Instagram, c'est simple, tu publies pas, l'algo te le fait payer, Ah, quoi. tout ça. Et ton slogan, c'est le SEO sans migraine. J'adore. J'imagine que pour en arriver là, bah, tu as dû en avoir, toi, des migraines, Ouais. autant sur le plan pro que ton évolution personnelle. Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Oui, j'ai eu pas mal de migraines. Déjà, rien que pour apprendre le référencement toute seule, je t'explique pas les barrières. Enfin, c'était terrible parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé à me former, le milieu était très fermé et du coup, il y avait très peu de conseils gratuits. À chaque fois, on te poussait vers un accompagnement ou vers une formation, mais genre hyper, hyper, hyper cher. En gros, les infos, elles étaient très cachées. Presque, le SEO pendant longtemps, il a été vu comme mystérieux, tu vois? Comme si tu avais une petite boule de Ouais. magie et tu sais pas trop ce que ces experts, ils font. Que pour une élite, quoi. C'est ça. Et donc déjà, j'ai été confrontée très vite à ça de: «OK, là, je vais aller plus loin, mais je peux pas parce que les informations, elles m'y sont pas accessibles». C Comment j'ai fait pour me débloquer de ça? Bah, j'ai fait mes propres tests, j'ai monté mes propres sites jusqu'à, en fait, à trouver mes propres conclusions et après ces conclusions-là, je les ai testées sur, plusieurs sites, notamment chez Wallax. Donc on va dire qu'on m'a pas donné accès à l'info, je suis allée la chercher toute seule. Et ensuite, au début, j'avais pas de marque, hein, j'ai pas, le SEO sans migraine, c'est arrivé très, très tard. J'ai commencé, en fait, quand je suis arrivée chez Wallaxy à publier sur, LinkedIn beaucoup, beaucoup plus que sur Insta d'ailleurs où je me suis mis il y a très peu de temps. Et en fait, je partageais tout simplement ce que j'apprenais parce que justement, je trouvais que ça me manquait donc sans aucune prétention et avec, beaucoup d'innocence, en fait, je partageais: «Bah, j'ai réussi à faire ça. Ah bah là, j'ai réussi à faire ça, faites comme ça» et cetera. Et en fait, petit à petit, les gens, ils ont commencé à m'appeler, le Doliprane du SEO. Le Doliprane, tu m'enlèves les migraines et cetera. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, c'est simple, j'ai pas besoin de me casser la tête à trouver un nom à ce que je fais puisque c'est, les gens qui l'ont trouvé pour moi, donc ça sera le SEO sans migraine». OK, trop bien. Puis ça, c'est vrai que ça a dû super bien marcher. Sur LinkedIn, maintenant, tu as une grosse audience, plus de 80 000 personnes qui te suivent. C'est vrai que quand tu es vraiment dans cette optique de building public, où tu es en mode authenticité, tu partages en fait, ah bah voilà, j'ai découvert ça, j'ai fait ça, là c'est galère, etc. C'est vrai que c'est là où les gens, tu crées une vraie communauté, c'est là où les gens te suivent. Ouais, bah, surtout il y a 4 ans sur LinkedIn où il y avait très peu de gens qui publiaient et c'était encore beaucoup, «Je vous voici mon CV». Donc à côté, tu avais moi qui arrivais en mode: «Salut, j'adore les loutres, je fais du SEO, je vous partage 2-3 astuces». Du coup, j'étais presque un peu bizarre, tu vois? Mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme. Ouais. Ouais, tu as relevé vraiment un challenge impossible. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as vraiment explosé le SEO de Wallaxy. Là, aujourd'hui, ils ont 300 000 visiteurs par mois grâce à ce travail que vous avez fait. C'est quoi ta méthode exacte? Si là, on se dit, OK, c'est quoi le framework pas à pas que tu utilises, que tu as utilisé? Dis-le tout, révèle tes secrets. Alors est-ce que tu as 5-6 heures de honte? Ouais, vas-y. Ouais, je vais essayer de faire, assez, concis et notamment, plutôt les grandes règles. Mais le 1er, donc quand je suis arrivée chez Wallaxy, pour le contexte, il y a pas de site internet, pas de blog. En gros, il y a aucune, visibilité digitale. Rien qui a été, créé. Donc le premier truc à faire déjà, c'est, de trouver la bonne plateforme pour créer son site. Tu vois? Tout de suite, si tu pars avec des bâtons dans les roues, donc là, je vais me faire un peu, pas trop des copains, mais heu, j'irai jamais sur Wix, par exemple, pour démarrer et il y a des j'accompagne beaucoup de clients aujourd'hui qui démarrent sur Wix et qui sont obligés de changer par la suite parce qu'ils partent avec une dette technique. Donc idéalement, c'est de commencer tout de suite avec la bonne plateforme. Moi, j'utilise énormément WordPress parce que c'est très SEO friendly, donc chez Wallaxy, je suis partie sur un WordPress direct comme ça, je pars pas avec une dette technique, donc je me rajoute pas de la charge mentale. Après le SEO, il fonctionne majoritairement en 3 piliers, pilier technique, pilier contenu, pilier confiance. Pilier technique, c'est en gros tout ce qui fait que ton site, il fonctionne. Est-ce qu'il est rapide, il est accessible, est-ce qu'il est sécurisé, en gros, est-ce que ça roule et est-ce que tu peux accueillir du monde? Ou au contrario, s'il y a 10 personnes qui débarquent sur ton site, ils plantent. Voilà, ça c'est un premier indicateur. Donc il y a un peu une phase un peu technique à mettre en place sur son site, juste s'assurer qu'il va tenir sur le long terme. Après tu as la partie donc pilier contenu, c'est absolument tous les mots que tu vas donner à Google. Tes pages, tes articles, même tes FAQ, absolument tout ce que tu mets comme mot, en fait, ça va être une forme de carburant pour Google et du coup, ça va permettre qu'ils comprennent qui tu es, de quoi tu parles, c'est quoi en gros ton expertise et du coup, quels mots-clés tu vises et sur quels mots-clés ton site va potentiellement, se positionner. 3e pilier, c'est le pilier confiance. En gros, bah, il y a énormément de sites aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 100 000 sites qui sont créés aujourd'hui sur Google. Donc il faut que Google, il puisse juger en qui il peut avoir confiance parce qu'il peut pas envoyer, ses millions de visiteurs chez n'importe qui, sinon sa réputation en prend un coup direct. Et après, on n'ira plus chez Google, mais on ira faire nos recherches chez ChatGPT, chez TikTok, même sur Insta et entre guillemets, bah, on va le boycotter.
Donc il y a un espèce de système de confiance qui se met en place. Ce système de confiance, il est assez simple, c'est un peu un bouche à oreille version digitale. C'est en gros pour que Google te fasse confiance, faut qu'il y ait des sites en qui Google a déjà confiance, qui parlent de toi. Et en fait, Les c'est backlinks. ça, les backlinks, le fameux mot compliqué, backlinks, netlinking, tous les trucs qui font peur. Ouais. Moi, je le résume plus en mode confiance, comme ça, tu comprends qu'il y a un échange et qu'il y a une forme de, tu dois gravir des échelons pour pouvoir te positionner encore plus. Et en fait, une fois que tu as compris ces 3 piliers-là pour ton site, bah, la clé, en fait, c'est de les entretenir ensemble et en même temps. C'est-à-dire tous les mois, bosser et sur ta technique, sur ton contenu et ta confiance. Et faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et souvent, les sites qui décollent pas du tout, c'est parce que, ils ont bossé qu'un pilier en se disant, «J'ai fait mon site, c'est bon, je passe à l'étape suivante. J'ai eu 2-3 liens, il y a des gens qui ont parlé de moi, il y a 6 mois, c'est bon et j'ai fait un article, il y a 6 mois, c'est bon aussi». Et en fait, c'est comme ça qu'on a des stratégies SEO qui stagnent et qu'on a des gens qui s'épuisent aussi. Parce qu'ils ont l'impression que, c'est inatteignable, que, ils ont fait plein d'efforts pour leur site mais qu'ils se positionnent pas et du coup, qui commencent à désespérer, voire à détester presque le référencement. Mais c'est parce qu'en fait, de base, la méthode, elle est mauvaise et que potentiellement aussi, il y a eu un mauvais ciblage, des mots-clés. Parce que ça, c'est souvent, l'erreur numéro 1. Tu l'expliques tellement bien, genre c'est bon, j'ai tout mon framework dans la tête, c'est bon, j'ai même pas pris de notes, j'ai tout compris. C'est parce que je le Ouais, c'est répète tout le cool. temps. Peut-être aussi d'avoir posté sur LinkedIn, etc. Ça t'a peut-être, puis aussi tes formations, mais ça t'a permis en fait de structurer et d'expliquer à une Mais audience en fait, plus c'est ça. débutante. Et d'ailleurs, c'est le plus gros bénéfice pour moi d'avoir commencé à publier sur les réseaux sociaux, c'était juste de structurer ce que j'avais dans ma tête. En fait, ça m'oblige à rendre simple pour que je sois comprise et donc à vulgariser. Donc après, quand je peux parler un peu à n'importe qui, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'expérience ou très peu d'expérience. J'ai juste à «adapter» entre guillemets, le niveau pour que tout le monde soit compris et c'est aussi pour ça que j'ai mis bien, le sans migraine. Parce que pour moi, on parle trop enfin de manière dans la vie en général, on utilise trop de mots compliqués et on se positionne trop comme: «Ouais, je suis l'expert, je suis ci, je suis ça, je suis la top référence». OK, tu peux être aussi doué, que possible, mais ça t'empêche pas de parler simplement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, je pense que les gens utilisent des mots complexes pour montrer qu'ils sont experts, mais pour moi, justement, l'expert, c'est celui qui est capable de vulgariser. C'est ça. Ouais. Pour moi, plus tu vas utiliser des mots compliqués et d'ailleurs ça vaut, pour, un discours sur un site et du coup, comment tu parles à ta cible, tu vois? Plus tu vas lui en mettre dans la tronche et pour moi, plus tu vas te décrédibiliser parce que tu vas le perdre, en fait. Alors que si tu arrives à te mettre à sa place et à comprendre, en gros, c'est quoi ses problématiques et du coup adapter ton langage, bah, c'est là que ça fonctionnera pour toi, en tout cas. Complètement, complètement. Et j'ai vu dans une interview que tu avais mentionné, alors un truc de ouf, tu avais mentionné que tu avais une vision sur 3 ans pour te positionner sur le mot-clé prospection. Ouais. Donc, waouh, quelle patience. Et à l'époque, tu n'avais pas encore énormément d'expérience, il me semble, Ouais. à voir si je me trompe dans la timeline. Qu'est-ce qui t'a donné la foi? Parce que là, on est vraiment sur une foi, quoi. Bah, en fait, quand j'ai commencé le SEO de Wallaxy, bon, dis-toi que j'étais dans un niveau de passion et d'ambition assez fou parce que c'était la première fois que je pouvais passer toutes mes journées à faire ce que j'aime, donc soit du référencement. Donc forcément, j'avais des objectifs réalisables et des objectifs plus, tu vois, ils sont inatteignables, mais si un jour on y arrive, c'est un truc de ouf. Et très vite, en fait, je me suis dit: «Bah, l'idéal pour Wallaxy, surtout quand tu fais de la prospection sur LinkedIn, ce serait que le mot-clé, c'est qu'on aille chercher le mot-clé prospection». Sur le mot-clé prospection, à l'époque, les 4 premiers résultats, c'est Wikipédia, l'internaute, Larousse. Autant te dire que impossible pour un tout petit site comme Wallaxy, avec si peu d'ancienneté, de passer ne serait-ce que la page 1 en fait. Elle est trop blindée, il y a des trop gros sites. Mais je me suis dit: «Tu sais quoi? Quand on n'a pas de culot, ça passe pas, donc je vais y aller vraiment au culot» et en fait, j'ai, cadré toute ma stratégie SEO en me disant: «Mon but final, c'est ça, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. S'il arrive avant, tant mieux». Mais j'avais cadré sur, 3 ans et en fait, c'est arrivé, ouais, au bout de 2 ans et demi, tu vois, qu'on a tapé, top 3 sur prospection, voire top 2, on est monté à un moment donné. Larousse, ils ont pas dû kiffer. Ils ont pas dû kiffer du tout. Ils ont perdu leur place. Mais c'était pas, mon objectif premier. Je me réveille pas le matin en me disant: «Je vais choper prospection, je vais choper prospection», parce que le problème si j'avais fait ça, c'est que je me serais épuisée et surtout j'aurais fait beaucoup d'efforts dans le vent. Donc j'ai commencé plutôt pyramidal. Prospection, c'est mon mot-clé idéal. OK, pour l'atteindre, je dois choper quoi d'abord? Quel palier je dois passer avant de pouvoir espérer, ne serait-ce qu'atteindre un mot-clé de ce niveau entre guillemets «de concurrence». Ouais, pour éviter de s'épuiser, comme tu le disais, puis se décourager. Ouais, bah, en fait, c'est souvent ça, les gens, ils arrêtent, parce qu'ils se sentent épuisés et découragés. Ils ont un potentiel de dingue, leur site aussi, mais vu qu'ils ont, voulu tout de suite le mot-clé,
idéal, et en fait, tu rames. Ouais, complètement. Et le SEO, ça prend du temps, mais toi, tu as des résultats rapides. Donc, c'est là où tu montres qu'en fait, le SEO, oui, ben, ça prend du temps, mais c'est aussi des résultats, comme tu le disais, qui fonctionnent sur du long terme, pas comme Instagram, par exemple, où ça meurt. C'est quoi un peu ton secret pour avoir des résultats rapides? Est-ce qu'il faut absolument avoir une équipe ou est-ce qu'on peut faire ça solo? Déjà, il y a pas de secret, particulièrement parce que, en vrai, il y a pas de hack ou il y a pas de truc magique en SEO où tu te dis: «Eh, je vais chercher ça et ça va passer plus vite» et cetera. Aussi, un deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui, personne peut garantir un positionnement. Je pense que ça fait du bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de discours à l'inverse. Mais si un jour, il y a quelqu'un qui vous dit: «Ouais, je peux te positionner top 1 sur Google en 2 semaines ou 1 mois», fuyez déjà, première, ça c'est mon meilleur conseil parce qu'aujourd'hui, même avec les meilleurs ingrédients et avec la meilleure méthode, c'est toujours Google qui décide à la fin. Donc en fait, il y a un ingrédient dans la réussite d'une stratégie SEO qui est non maîtrisable et c'est Google. Ensuite pour, avoir des résultats, rapides en SEO, en plus, il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit: «Oui, il y a une étude qui a prouvé que le SEO, ça arrive en 4 ans». C'est hyper faux. Genre, c'est hyper faux. Je comprends l'idée reçue, mais il y a aucune étude qui peut prouver ça et quand on du coup, c'est tout un choix de choisir les bons mots-clés dès le début. Donc ne pas aller chercher le gros qui est hyper concurrentiel, plutôt aller chercher des mots-clés de son niveau. Parce qu'en allant chercher le gros concurrentiel, c'est comme on disait, en gros, son site, on vient de le faire, il est tout neuf, il est tout frais et on lui dit: «Hey, va te tabasser avec le mec, ça fait 30 ans là, qui fait du SEO et puis reviens». C'est impossible. C'est vouloir faire une compétition de CrossFit alors qu'on s'est pas entraîné. C'est pareil et en fait, c'est en faisant ça que malheureusement, il y a des résultats qui arrivent dans très, très, très longtemps. Alors que si tout de suite tu cibles, les petits et il faut pas avoir d'ego à se dire: «OK, mon site, il est encore trop jeune, faut que j'aille chercher des tout petits mots-clés», même s'il y a que 10 personnes qui le cherchent par mois. 10 personnes, plus 10 personnes, plus 10 personnes, ça fait vite 100, 200, 300 personnes par mois sur un site et c'est en atteignant ces premiers mots-clés avec une concurrence, modérée qu'on va pouvoir en fait aller chercher ceux dessus, puis aller chercher ceux dessus et cetera. C'est une question juste de patience. Sur les tout petits mots-clés Et de là, construire, ouais, les quoi. tout petits mots-clés là, on peut avoir des résultats hyper rapides, mais en général sur mes sites, en moins de 2 semaines, j'ai du trafic SEO. Donc ces fameuses idées reçues de: «Ouais, c'est en 4 ans, c'est hyper long», c'est pas vrai. Par contre, oui, aller chercher le mot-clé idéal pour toi, ça va être long, mais c'est normal parce que tu peux pas rivaliser avec des gens qui font du SEO depuis 15 ans de plus que toi. Faut Ouais, rationaliser, quoi. après le temps passe, hein, de toute façon, donc c'est une stratégie long terme à mettre en place. Puis comme tu disais, ça build, par-dessus les petits mots-clés et cetera. Toute une stratégie long C'est ça terme, en et fait. quand même un avantage du SEO parce qu'on a souvent peur de s'y mettre. Parce qu'on se dit: «Ouais, c'est long terme et tout», je sais, mais c'est un canal pour en avoir testé énormément des canaux d'acquisition. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Le SEO, ça reste celui que je préfère et celui que je conseille le plus parce qu'il y a de l'effort constant, mais il y a des résultats aussi tout le temps et c'est une croissance exponentielle. C'est pas j'arrête de publier et mon site il meurt. C'est non, il continue, il continue, il continue pendant presque en général 1 an après avoir été. Si on arrête totalement ce qu'on fait en SEO, on a encore des résultats 1 an après. Donc quand bien même on a besoin de faire une pause, de se réajuster, réajuster ses équipes, réajuster son temps, en fait notre site il continue de travailler pour nous alors que moi, mon acquisition principale, tu vois, elle vient de LinkedIn. Si je fais 3 4 semaines de pause, mon acquisition, elle drastique, elle baisse et pour revenir, faut que je rame et que je rame et c'est faut être et c'est terrible parce qu'il y a aussi une notion d'algorithme, tu vois? Sur les réseaux sociaux, Insta et tout, je pense que tu capteras beaucoup mieux que moi, mais tu peux te faire bannir ton compte, pour le récupérer, Ouais, puis bonne pour un chance. rien en plus. Ouais, ouais. Ouais, pour un alors que, ton site, c'est ton site. À moins que tu ailles dans des techniques, SEO très sombres qui font que tu vas te prendre une pénalité et que tu vas te faire «déréférencer» entre guillemets et encore faut y aller et faut aller vraiment, sur, vraiment des techniques très, très noires et du coup, en général, elles sont pas du tout accessibles, à des débutants novices. Bah, en fait, c'est ton site. Il restera toujours là. C'est ton contenu. Tu peux pas te faire bannir, c'est impossible, quoi. Tu es en train de me chauffer à me Je remettre au sais. SEO là. Ah ouais, là, je m'échauffe, c'est bon. Par rapport à ça, justement, c'est quoi ton process aujourd'hui pour créer du contenu SEO qui est bien Ouais. référencé et qui convertit les Ouais, clients? Tu ouais, vois? Parce que clairement. c'est ça qui nous Mais intéresse clairement, enfin, aussi. c'est l'objectif principal en SEO, c'est faire une stratégie SEO qui convertit. Si c'est pour avoir des visiteurs, pour avoir des visiteurs, c'est joli pour l'ego, mais derrière, ça sert à rien, hein, clairement. Hem, Globalement, c'est tout part de l'étude de mots-clés. En gros, l'étude de mots-clés, c'est ce que tu vas faire, moi, je la fais même avant la création de mon site, idéalement et si en gros, le but, c'est d'aller chercher tous les mots-clés idéaux pour ta cible. Sur quel mot tu voudrais que ton site se positionne, mais aussi quel est le langage de ta cible. Et tu vas chercher plein, 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 plein de mots-clés. C'est souvent un process qui peut prendre entre 1 et 3 semaines sur une bonne étude de mots-clés. Parce qu'il faut qu'en gros,
tu laisses déjà un peu ton cerveau travailler sur OK, c'est quoi tous les mots-clés sur lesquels que je voudrais me positionner. Tu as aussi plein d'outils comme SEMrush, Ahrefs, où tu peux aller chercher des suggestions de mots-clés, donc pour aussi, ouvrir un peu, et t'aider. Et ensuite, cette étude de mots-clés, moi souvent je la catégorise, mots-clés business, donc ça c'est je sais sur les mots-clés qui vont me rapporter des leads. Ensuite tu peux faire, tu vois, des mots-clés un peu plus éloignés de ta cible, mais qui sont quand même intéressants. Et tout l'enjeu, c'est un peu de la catégoriser aussi, moi, que je vais faire par type de mots-clés. Tu vois, sur mon site, je cible et les audits SEO, mais aussi les accompagnements SEO, les formations SEO. En fait, c'est 3 thèmes totalement différents, donc je peux pas les mélanger entre eux. Une fois que tu as fait ton étude de mots-clés, tu regardes pour chaque mot-clé, il y a combien de personnes qui le cherchent par mois. C'est ce qu'on appelle le volume. Ce qui apporte te donner aussi un ordre d'idée. Est-ce que, il y a de la demande pour ton business? Tu peux même presque tester ta proposition de valeur grâce au SEO. Ça peut aussi t'aider à choisir ton nom de domaine, quand on fait l'étude de mots-clés avant. Je te donne un exemple, l'un des tout premiers sites que j'ai fait, moi, c'était pour, l'élevage de chats de ma sœur, et elle savait pas trop comment appeler, tu vois, son business et même son site internet. Et il y avait un super mot-clé qui pour elle, c'était en gros Maine Coon Montpellier, tu vois? Parce elle avait un élevage de Maine Coon à Montpellier. Bah, l'idéal dans des cas comme ça, Parfait. quand tu sais que ton business, ça va vraiment être que ça et du coup que tu te bloques pas en choisissant un nom aussi précis, bah, on a pris ce nom de domaine-là. C'est ce qu'on appelle en SEO de l'exact match domaine, c'est-à-dire que tu fais matcher ton nom de domaine à 100 avec le mot-clé que tu vises. Et en faisant ça, c'est un gros boost SEO parce qu'en gros, tu dis à Google: «Hey, je suis la réponse parfaite». Et c'est cool de faire son étude de mots-clés, en tout cas avant la création de son site. Ça peut aider si on galère un peu à trouver son nom de domaine et on sait pas trop sur quoi se positionner. Si on a déjà son site, c'est pas grave, en gros, c'est pas définitif ou déterminant d'avoir, choisi déjà son nom de domaine. Mais par contre, ça va pouvoir nous donner de la visibilité sur, quel est le contenu que je dois créer, quelles sont mes thématiques, quels sont mes mots-clés business, et du coup, tu vas pouvoir t'organiser en te disant: «Ceux-là, ils sont plus prioritaires pour moi. Ceux-là, peut-être un peu moins». Et c'est comme ça que tu vas te dire: «OK, je vais focus à fond, à fond, à fond, sur, par exemple, tes mots-clés business dans un premier temps». Mmh. Ouais, trop bien. Et j'ai un pote entrepreneur qui me disait la dernière fois que lui, une partie de son acquisition client vient du SEO, donc 30%, ça fait à peu près 100 clients par an, c'est énorme. Est-ce que c'est des chiffres communs ou est-ce qu'on Non. peut faire mieux? Est-ce que c'est Non, ouf? Comment c'est? on peut faire beaucoup plus. Tout dépend, encore une fois, c'est quelle est sa thématique. Tu vois, sur du site e-commerce, 90 de l'acquisition, c'est du référencement. Ça peut aller à 1000 leads par jour, jusqu'à 10 000 leads par jour, et des fois, c'est encore plus fort. À une autre échelle, tu vois, moi, j'ai commencé mon propre SEO seulement au mois de novembre. Je suis ce qu'on appelle une cordonnière très mal chaussée. Et tu vois, sur une page, où je cible de l'accompagnement SEO ou de l'audit SEO, c'est très récent. Je me suis positionnée il y a pas longtemps. C'est facile, une quinzaine, vingtaine de leads par mois. C'est une page que j'ai faite il y a déjà quelques mois. Je l'actualise de temps en temps, mais c'est tout. Elle me ramène entre 10 et 15 par mois et elle va m'en ramener encore plus dans les mois à venir puisque je vais prendre encore plus de puissance SEO, et cetera. Donc je pense qu'il y a un c'est non négociable pour, la conversion, en tout cas, de partir sur du référencement. Ouais, Et carrément. Et c'est quoi le budget? Alors ouais. une fourchette, hein. Le budget, par exemple, pour signer, je sais pas, tu te dis, j'ai envie de signer, 3 clients premium, donc avec des prix quand même Mmh. assez, élevés par mois. Ce serait quoi le budget, tu penses, à mettre dans le Mmh. SEO? Donc, pour, les articles, pour, travailler avec toi, par Ça dépend exemple, de ou tellement de autre? choses. Ça va dépendre de ta thématique. Donc dans ta thématique, c'est qui tes concurrents, à quel point ils sont bien positionnés et à quel point, entre guillemets, tu vas devoir, tabasser pour les rattraper. Déjà ça va définir le budget. Et selon la thématique, c'est pas la même chose, tu vois? Tu veux, concurrencer un concurrent qui a, 10 000 pages ou un concurrent qui n'a que 100 pages, tu vas pas mettre la même force de frappe. Dans tous les cas, en général, je commence toujours, moi, quand j'accompagne quelqu'un, on démarre par un audit SEO. Audit SEO, ça permet de faire le point sur son site, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui coince, est-ce qu'il y a des problèmes techniques sur les 3 piliers notamment que je t'ai parlé tout à l'heure. Chez moi, ça démarre à partir de 1 500. Il y a des boîtes où c'est beaucoup plus cher, mais en tout cas, en dessous de 1 000 €, c'est pas un très bon audit SEO, ou du moins ça j'aurais quelques doutes sur la qualité du rendu. Voilà. Ouais, carrément. Parce que si demain, par exemple, moi, je décide de me Ouais, lancer dans le SEO, donc coaching business, en partant de, alors, je dirais 0, pas 0, mais disons ouais. 0 pour faciliter. Comment tu recommanderais de structurer ma stratégie pour Mmh. aller plus vite? Et puis, c'est quoi le résultat que je pourrais Ouais. attendre, en combien de temps, le Ouais. budget, et cetera? Je pense que je suis quand même dans un Oui, domaine assez j'allais te concurrentiel. dire, coaching Ouais. business. Oui.
mon avis, ta première action, ça va être, faire en gros, fameux audit. Ton site, il en est où? Pourquoi, en gros, c'est par rapport à tes concurrents surtout, c'est quoi ta note? Tu vois, c'est comme ça, quand moi je fais un audit, je vais prendre ton site, je vais analyser, je vais lui mettre une note, je vais analyser, tes 3 plus gros concurrents, je vais leur mettre une note et je vais regarder la différence entre vous 3. Et là, je vais me dire: «OK, donc déjà, tu as une petite dette à rattraper ou au contraire, tu es déjà très, très bien» et dans ce cas-là, ça va être un avantage. Deuxième action, c'est étude de mots-clés parce que te placer sur coaching business, ce sera impossible et on le sait. Donc vaut mieux qu'on commence plus bas pour commencer justement à «muscler» entre guillemets ton site. C'est vraiment, ça l'action, tu vois? Tu chopes des mots-clés, tu te muscles, tu te muscles, tu te muscles et ensuite, il faudra regarder 2 choses. Est-ce que tes concurrents, ils créent beaucoup de contenu ou pas? S'ils créent entre, 3 et 5 articles par mois, bah, il faudra au minimum que toi, tu arrives à en créer un ou 2, tu vois? Pour que tu arrives dans le game et que, tu vois, toi aussi, tu commences à te faire ta place et toujours là, c'est le sujet un peu touchy, mais est-ce que tes concurrents, ils tabassent en backlinks ou pas? Est-ce qu'ils ont beaucoup de liens, ils en reçoivent beaucoup? Si au contraire, on se rend compte que tes concurrents, bah, ils font pas trop de liens, ce sera peut-être un très, très gros avantage pour toi d'en faire et ça va être d'ailleurs une super astuce pour pouvoir leur passer devant plus rapidement et à contrario, s'ils en font énormément, il faudra en faire un peu pour au moins rivaliser avec ce qu'ils ont fait, jusque-là. Donc le budget, c'est trop, trop difficile à estimer quand, tu vois, je connais pas tes concurrents, je connais pas l'état de ton site, mais les étapes, c'est à peu près celle-là. C'est celle-là, ouais, OK. Et a cappella, hein, je te lance la question, tu me dis, si tu sais pas. Combien de temps tu penses que je pourrais, me positionner sur des mots-clés comme, par exemple, croissance, scale, growth business? Long, ça dépend bien sûr encore une fois de ton état de ton site. Mais si tu me dis que là, tu es au niveau 0 et que tu as pas trop commencé à travailler sur les 3 piliers, tu peux voir à 3 ans. Et ça dépend. Si tes concurrents par contre sont assez après sur croissance et scale, c'est comme aller chercher prospection, c'est tout le monde a envie d'y aller. À mon avis, il y a plein d'agences qui ont envie d'aller chercher ce mot-clé-là. Donc ça va être ultra concurrentiel. Il y a toujours des moyens, avec un peu de culot d'y arriver. Tu vois, moi avec Walaxy, pourquoi j'y suis arrivée, c'est oui, on avait 3 piliers super bien, taffés, mais j'y suis allée avec du culot. C'est-à-dire que tous les concurrents, j'avais remarqué qu'ils parlaient de la même chose, notamment sur prospection, tout le monde proposait des définitions. Sûrement parce que quand les gens tapaient ce mot-clé-là, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient avant tout une définition. Donc, normal, tu te cales sur ce que la personne cherche. Sinon, ta page, elle est à côté de la plaque et bref, ça sert à rien. Mais j'y suis allée avec un peu de culot et je me suis dit: «OK, les gens cherchent une définition, mais je vais essayer d'anticiper leurs besoins d'après» et anticiper de quoi ils ont besoin après justement cette fameuse définition et j'avais commencé à faire définition plus 4 techniques à appliquer. Ce qui fait qu'en gros, j'ai proposé quelque chose de différent, j'ai proposé une suite au lecteur et Google a bien apprécié et c'est pour ça qu'on a réussi à choper une position 3 sur un mot-clé qui était impossible. C'est parce que je suis sortie un peu du cadre et que je suis allée anticiper le besoin de ma cible. C'est pour ça que avant de faire du SEO, je pense qu'il faut connaître énormément sa cible. Quels sont ses besoins, quels sont ses freins et ça pour chaque mot-clé. Et quand tu les as, déjà ça fait une différence énorme avec tes concurrents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du SEO aujourd'hui, qui connaissent pas leur cible et qui, du coup, qui vont faire des trucs très généralistes et qui vont pas trop parler. Ouais, complètement. Et au début, tu étais seule. Aujourd'hui, tu as une équipe de plus de 6 personnes, des bureaux à Montpellier. J'adore. D'ailleurs, il y a un truc avec Montpellier, non? Vous êtes toutes à Écoute, Montpellier, je sais pas, j'adore. moi j'adore le soleil donc Ouais, moi aussi, j'adore cette ville en plus. Mais c'est marrant, tellement d'entrepreneuses, d'ailleurs, des femmes à chaque fois qui sont là-bas. J'adore, j'adore, j'adore. Ça a été quoi ton plus gros challenge en passant de solopreneur à CEO? il y en a eu énormément. Déjà, Ah ouais, si je peux le te remettre dans le recrutement, contexte, j'imagine. j'ai lancé mon agence il y a 6 mois, donc c'est que depuis le mois de septembre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de challenges. Le premier, c'était, d'accepter que j'avais envie de quitter un CDI dans lequel j'étais bien. On n'en parle pas assez, je trouve, mais moi, j'étais dans une boîte dans laquelle j'étais bien à mon poste, je kiffais ce que je faisais. Mais j'avais cet appel, de l'entrepreneuriat, qui me tapait sur l'épaule depuis longtemps, longtemps, longtemps et j'avais, commencé à faire de l'entrepreneuriat puisque pendant mon CDI, je faisais aussi du coup, je cumulais, CDI plus freelance. Tu vois, je commençais déjà à créer ma marque en même temps que mon CDI, je créais du contenu, j'avais commencé mes premières formations, mes premiers accompagnements, et en fait, ce qui m'a fait, vraiment, dire: «OK, là, faut que je passe, en gros, faut que je choisisse soit l'un soit l'autre», c'est parce que ma marque, elle a explosé aussi à un moment donné et je pouvais plus gérer et mes grosses responsabilités chez Walaxy et le développement de ma marque. Donc le choix, c'était soit en gros, je ralentissais ma marque et entre guillemets, «je taisais mon intuition», alors que mon intuition, c'était de me dire: «Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, sur le SEO sans migraine».
soit, au contraire, je faisais un all-in sur mon projet. Les événements que j'ai vécus dans ma vie perso, tu vois, m'ont amené plutôt à me dire: «En fait, j'ai kiffé 5 ans dans une boîte en CDI et c'était génial» et ça veut pas dire qu'on peut pas kiffer en CDI, tu vois? Mais là, je crois que j'ai besoin d'aller écrire un peu mon histoire plutôt que d'écrire celle des autres. Donc ça, déjà, gros Complètement. challenge, tu vois? Ouais. Ouais, ça, c'est les Fallait faire un premiers. choix, Ouais, fallait ouais. réfléchir, fallait quitter un modèle que j'avais toujours connu. Aucun entrepreneur dans mon entourage, c'était même pas une option pour moi, dans ma vie. Genre, j'avais jamais imaginé ni que je monterais ma boîte, ni que je serais entrepreneuse, rien de tout ça. Pour moi, j'allais trouver un petit CDI, y rester, kiffer et voilà. Un peu ce qu'on m'avait soufflé à l'oreille, de toutes ces années, tu vois? Tu trouves un CDI, tu prends la sécurité et tu bouges plus et après, je me suis dit: «OK, mais moi, de quoi j'ai envie?» tu vois? Donc déjà, très gros challenge, faire cette décision et après la décision, ça a été de: «OK, j'ai un gros projet, c'est le SEO sans migraine». Pour moi, tu vois, c'est pour rendre le SEO plus simple, c'était oui, il fallait des formations, oui, il fallait du contenu, mais il fallait aussi une agence parce qu'il fallait pouvoir accompagner les gens, vraiment, de A à Z, tu vois, à leur côté. Parce qu'il y a tellement d'agences aujourd'hui qui vendent du vent, du bullshit et des choses terribles, que j'ai fait voir terribles, qu'il fallait enfin, c'était impensable pour moi de lancer le SEO sans migraine sans lancer une agence, tu vois? Lancer une agence, ça fait peur parce que d'un coup, tu te dis: «OK, donc je passe à, petite solopreneuse dans ma chambre, je recrute une équipe, je prends des bureaux, je structure, je vais chercher des gros clients et cetera». Et le premier challenge, c'est de bien s'entourer. Si autour de toi, tu as pas des gens qui croient en ton projet, qui croient en toi et qui sont prêts à être avec toi, autant si ça fail que si ça réussit, déjà tu pars avec une dette. Genre clairement. Donc choisir les profils, tu vois? Ça a été le plus important, mais pas trop compliqué pour moi puisque je savais déjà avec qui je voulais bosser et je savais déjà qui allait être mes premières loutres, tu vois? Donc c'était plutôt simple. Toute ma vie, j'ai noté un peu les gens qui m'ont inspirée quand j'ai croisé leur chemin, dans en me disant: si un jour je dois faire quelque chose, cette personne, elle en fera partie», tu vois? Et je notais, je notais, je notais et du coup, c'était assez évident. Mmh. Trop bien. Donc tu as Ouais. rencontré des gens compétents et après tu Ouais, les as d'ailleurs, recrutés les du 2 coup dans premières ton personnes agence? que j'ai recrutées, c'est mes 2 premiers Trop bien. managers dans mon alternance. C'est ceux qui m'ont apporté de la structure en SEO, en tout premier et on était restés en contact, on était même restés amis et quand j'ai lancé le projet, je les ai appelés, je leur ai dit: «Écoutez, je sais que vous avez d'autres projets là en ce moment et c'est cool, mais moi je vous propose, qu'on lance, l'agence là donc j'ai besoin de vous». Ils ont plaqué tous leurs projets. En plus, ils étaient dans un projet entrepreneurial à ce moment-là et ils sont venus. Trop bien. Donc ouais, ils croient vraiment en ta mission, ils sont là à fond. Le recrutement, c'est tellement dur et c'est tellement important d'avoir des personnes qui sont compétentes, qui comprennent ta valeur, enfin ce que tu veux apporter à tes clients, ta mission, qui sont compétentes aussi. Il y a énormément de gens qui se survendent et en fait, ils mettent plus d'énergie dans montrer qu'ils sont compétents à la place de l'être. C'est un gros problème. Que ouais, c'est cool, c'est smart en fait d'aller, tu dis bah tiens, eux, je les ai rencontrés, ils étaient compétents, je sais ce qu'ils valent. Puis, tu vois, je savais qu'on se rejoignait sur la vision du SEO. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de recruter quelqu'un dans l'agence s'il pense que le SEO, c'est l'inverse de quelque chose de simple et facile à mettre en place, d'être transparent avec les clients, autant sur les méthodes que sur les techniques, que sur les prix. Parce que, il y a des agences, elles font des dingueries sur les prix, elles gonflent énormément. Il y a des lignes en double, tu vois? Il y a des tacites reconductions qui sont cachées dans les contrats, tu vois? C'est tout l'inverse, du sans migraine, tu vois? Donc il faut forcément que chaque personne dans mon équipe, elle soit dans cette intention-là avec chaque client, tu vois? Sinon, ça foire toutes toutes les valeurs, tout même le why, tu vois, de la marque. Donc l'enjeu recrutement, il est pas simple. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, tu vois, il y a des gros prérequis à faire passer, quoi. Et là, vous êtes 6, c'est ça? Ouais, on est 6. OK, tu comptes recruter encore du monde? C'est sûr, forcément, il va y avoir plus de monde, mais j'ai envie d'y aller aussi, à mon rythme parce que du coup, j'ai assisté à une boîte, tu vois, avec Wallaxy qui est passée de 0 à 70 personnes en 3 ans. Je suis très reconnaissante d'avoir pu assister à ça, mais ça m'a aussi montré que c'était tout l'inverse de ce que je voulais. Pour moi, je veux savoir avec qui je bosse, qui sont les Intéressant. personnes. Tu vois, j'ai vraiment envie de cette agence de proximité, tu vois, où on va connaître nos clients, on se connaît bien entre nous, on sait travailler entre nous, on prend le temps de communiquer. L'agence, tu vois, je l'ai pas montée pour scale. Si, à un moment donné, je veux scale, il y a les formations, il y a les outils SEO en interne qu'on développe, tu vois? Ça, il y a pas de souci, c'est des SaaS, tu peux scale. Mais tout ce qui touche trop au client et à l'accompagnement client, le risque de vouloir grossir trop vite, c'est de faire l'effet inverse
et d'avoir des insatisfactions, tu vois, de pas avoir assez de temps sur les dossiers, ouais, de perdre en Complètement. qualité et De ça, c'est perdre en non qualité. négociable. Donc c'est incroyable. En fait, tu as eu une expérience qui t'a montré, pas les erreurs forcément, mais quelque chose où tu t'es dit: «Ah bah tiens, moi, j'ai pas forcément envie que ce soit comme ça». Donc en fait, tu as appris des leçons de Wallaki qui n'étaient pas les tiennes forcément et du coup, tu les as, prises dans ton business et tu t'es dit: «Bah voilà, moi, je ferais les choses différemment». C'est ça, mais toute ma vie, en fait, au général, tu vois, sur mes premiers jobs, quand j'avais des managers pourris, je notais: «OK, ça, j'ai détesté, ça, j'ai détesté, ça, j'ai détesté. OK, ça m'a fait ressentir ça, je déteste, je veux jamais faire ressentir ça à quelqu'un», tu vois? Et en fait, en reprenant tout simplement ce carnet au moment où j'ai eu besoin de lancer ma boîte, bah, je savais déjà, quelles étaient entre guillemets «mes valeurs», ma vision et ce que je voulais absolument pas. Et ça m'a facilité, bah, 100 du lancement, en fait. Ouais, complètement. Et c'est quoi aujourd'hui ton rôle dans ton entreprise? Est-ce que tu es encore dans l'opérationnel? Plus du tout? Comment ça se passe? Je suis encore dans l'opérationnel parce que c'était, un des trucs qui m'embêtait le plus chez Wallaxy, c'est qu'à un moment donné, à force de grossir et de t'occuper d'une équipe de plus de 10 personnes, tu as plus le temps de faire de l'opérationnel et tu es presque un manager, soit chef d'orchestre, en fait, tu vois? Et c'est cool d'être un chef d'orchestre. J'adore ça fait partie de mon job aujourd'hui, tu vois? De coordonner les équipes, m'assurer que la vision, elle est bonne partout, m'assurer que la qualité des process, elle est bonne partout. Donc j'ai un vrai rôle un peu d'audit et de consulting de ma propre boîte. Mais je suis énormément dans l'opérationnel aussi, donc je vais aller bosser les stratégies SEO de mes clients, je vais assister à des rendez-vous, je vais être là dans les accompagnements mensuels. En fait, c'est aussi ça, je pense, ce qui fait un peu la différence sur mon agence, c'est que déjà, ils veulent bosser avec moi, ils veulent aussi bosser avec mon équipe, mais si je suis jamais là et que je suis enfin, tu as juste l'impression, tu vois, de retomber dans un modèle agence, d'usine, tu vois? Donc des fois, ça peut être tout petit, tu vois? Je vais prendre un j'ai des grosses journées forcément, tu vois? Je porte sur moi toute l'acquisition et la vision de la boîte. Donc c'est la création de contenu, c'est aller faire des podcasts, créer des bons partenariats, s'assurer que les recrutements sont bons et cetera. Donc forcément, je peux pas passer 100 de mon temps en opérationnel. Donc des fois, ce que je vais faire, c'est juste, je sais qu'il y a un rendez-vous client à 10 heures, bah, je passe de 10 heures à 10h05, je fais un petit coucou, je leur dis: «Bah, de toute façon, vous êtes en trop bonne bain avec mon équipe» et je repars, tu vois? Mais Ouais. c'est aussi une façon de garder le lien. Là, j'ai fait un petit truc dernièrement, tu vois? C'est que tous les clients qui ont signé avec nous depuis septembre, je leur ai fait des petites cartes que j'ai écrites à la main, tu vois? C'est des petits plus, mais c'est ce qui, je pense, fait la différence sur un modèle agence qui a été peut-être trop scale pour certaines personnes et du coup, on commence à souffrir un peu du manque d'humain, en fait. Complètement, complètement. Moi, je le vois aussi dans mon business, avec mes clients, tout ça, et même sur les réseaux. On est vraiment, je trouve, dans cette ère où en fait, Mmh. tu es juste un numéro. Et en Tellement. fait, les gens en ont marre de ça. Ils ont envie d'avoir accès à toi, ils ont envie de te parler, ils ont envie de se sentir écoutés. Rien que de dire, par exemple, Mmh. le prénom. Moi, je laisse beaucoup de mémos vocaux sur Insta. C'est vraiment mon truc. J'adore. Je suis punchy. En plus, je laisse vraiment les trucs solaires. Et Bah, puis, je ouais, je laisse toujours comprends. le prénom, tu vois. Par exemple, là, je te laisserai un mémo Ah. vocal. Je dirais, Amandine, la pêche et tout. Et en fait, rien que ça, il y a des gens qui me remercient Mmh mh. en mode: «Ah, c'est cool, merci de prendre le temps» et cetera. En fait, c'est personnalisé et c'est vrai que je te rejoins vraiment à 100. On a perdu ça avec des personnes qui pensaient qu'à scale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire les 2. On peut scale, moi, c'est vraiment ce que j'enseigne dans ma méthode, c'est on scale, mais on garde la qualité. On perd surtout pas en qualité parce que c'est pas ce que tu as envie, tu vois? Enfin, après, ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de personnes, enfin, moi, en tout cas, les gens avec qui je bosse, ils ont envie de scale, évidemment, mais ils ont envie de garder, c'est vraiment, oui, on augmente le CA, mais on garde la qualité, voire même on l'améliore avec une équipe ou autre. Ouais. Ouais, totalement. Bah, les 2 sont faisables, tu vois? Dans mon business, c'est totalement faisable aussi, mais par contre pas sur l'agence. Par contre, à côté, on a d'autres offres. Celles-là, on peut les scale. Je pense qu'il faut bien choisir en gros celles que tu peux et celles que tu peux pas et quels sont les risques à scale ou pas. Et quand tu arrives à juger ça, bah, déjà, je pense que tu te sens plus à l'aise dans ton business aussi, tu vois? Ouais, complètement. Et elles ressemblent à quoi tes journées justement? Dis-nous tout. Oh waouh! Bah, écoute, je vais te prendre la journée d'aujourd'hui qui est quand même une journée assez, classique. Je démarre par un podcast. Enfin, ce matin plutôt, j'ai démarré séance de sport. Après, j'ai démarré par, création de contenu. Donc j'ai publié sur les réseaux. J'ai commencé à préparer mes posts aussi pour la semaine. Du coup, j'ai enchaîné avec le podcast. Après, je vais écrire quelques petites cartes clients. Je vais manger. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec les équipes. On a un rendez-vous client. J'ai un rendez-vous avec un prestat pour, toute la partie setup de mon Discord SEO. Je termine ma journée par un autre rendez-vous client et ça fera déjà une très, très grosse journée. Là, c'est mes journées un peu de, tu vois, de réunion, rendez-vous, tu vois? Il y a aussi des journées où je m'autorise, au minimum 3 jours, dans ma semaine où j'ai aucun appel, aucun podcast, aucune réunion et en fait, ces moments-là, ils sont dédiés vraiment à du focus, donc que ce soit sur la création de contenu
ou soit sur de l'audit de mon business. Je vais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je vais aller sur mon propre site et je vais tout relire. Je vais être en mode, OK, ça, je comprends pas. Ça, c'est bizarre comme mot, etc. Ça, c'est pas cohérent avec cette page, etc. Et ces moments-là, ils sont essentiels de me couper un peu du monde parce que entre LinkedIn, Instagram, la newsletter, tous ces réseaux, plus les clients, etc., les mails, je fais face à une vague, en fait, tout le temps de demandes où je dois répondre. Ouais. Il a fallu que je m'autorise à ne pas répondre 2 fois pour pouvoir me donner du temps à moi et donc dire non aux autres pour me dire oui plutôt à moi, tu vois? Ouais. C'est ça. Ouais, pour te protéger, en fait, trop de charge mentale. Moi, je fais pareil. Lundi, mardi, mercredi, j'ai les appels, tu vois, avec l'équipe, les coachings, etc. Jeudi, je suis off et vendredi, samedi, dimanche, faut me foutre la paix, j'existe pas. C'est ça, je comprends et je sais pas si ça te le fait toi, mais du coup, avant moi, Instagram, je publiais très peu, donc j'ai commencé il y a pas longtemps. Aujourd'hui, même en perso, je n'arrive plus à aller sur Insta parce qu'en fait, c'est trop devenu un outil, de taf. Donc avant, tu vois, je prenais presque plaisir à aller sur Insta, voir ce que mes potes y faisaient et cetera. Aujourd'hui, je suis en mode: «Mais ce truc-là, mais il disparaît tout le week-end, je veux plus le voir». Ouais. Ouais, complètement, complètement. Moi, ce que je fais même, parce que j'ai dû couper, j'ai dû passer parce que t'es passé en mode non mais là, faut que j'arrête. En fait, faut que je me protège, faut que je mette mes boundaries. Et donc, j'ai carrément ce que je fais maintenant, j'éteins mon téléphone. Genre jeudi, j'éteins mon téléphone. Genre vraiment du mercredi soir au vendredi matin, mon téléphone est éteint parce que sinon, tu sais, tu vas voir le WhatsApp, le truc Slack, l'équipe, le machin et tout. Donc j'éteins et le week-end aussi j'éteins. Et Insta, c'est vrai que j'y vais que pour le boulot. Et sinon, Ouais, ouais, en fait, c'est que on évite les le problème distractions. à trop y être exposé, c'est que moi, je me suis éloignée de mes focus. Tu vois, quand tu as des gros challenges comme, bah, lancer une agence, donc trouver les bons process et cetera, tu peux pas, à côté, répondre à tes 150 DM Insta. Impossible. Il faut apprendre à déléguer. Moi, j'ai délégué pas mal de choses. Pris une community manager direct. Au secours, faire ça, s'il te plaît. Et aussi, c'était pour trier, tu vois, entre, je mets un vrai point d'honneur à répondre à mes clients en priorité. Donc forcément, tu vois, il y a des canaux que je sais que je dois répondre. Mais quand c'est trop de commentaires et cetera, bah, j'adore les commentaires. J'en suis extrêmement reconnaissante, tu vois, que mon contenu, il fonctionne et que les gens, ils me laissent des petits mots. Mais c'est plus possible pour moi aujourd'hui de tout gérer toute seule et de répondre à tout le monde. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui demandent: «Eh, tu peux faire un audit de site gratuit?» Tu vois, genre, il y a beaucoup je donne déjà énormément de conseils gratuits en vrai. Entre 2 épisodes de newsletter très carrés par mois, plus les posts Insta, les posts LinkedIn. Des fois, il faut aussi, je pense comprendre que derrière un créateur de contenu, il y a un humain qui sature et et pourtant je suis très reconnaissante, mais c'est juste des fois il faut, s'autoriser à déconnecter et je pense que plus aussi on sensibilise son audience à ça, plus c'est OK. C'est plus moi qui réponds à mes DM, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est que c'est impossible pour moi dans une journée de passer 3 heures sur Instagram. Je dois bosser sur ça, je dois avancer sur ça. Il faut aussi que j'ai du temps pour moi, tu vois? C'est logique, tu vois? Et si les personnes qui comprennent pas, next, franchement, tant pis. Oui, si effectivement, il y a des personnes qui sont pas en capacité et d'ailleurs ça me fait rebondir sur une anecdote client. Tu vois, déjà moi tu me contactes sur WhatsApp, ça passe pas. Ouais, pareil, Je c'est privé WhatsApp. ça passe pas. Tu as chopé mon numéro quelque part, déjà je suis un petit peu tendue et en plus donc je fais l'effort parce que c'était quelqu'un que je connaissais, j'avais déjà vu donc vas-y je me dis: «Je fais l'effort». Mais tu vois, tu m'envoies 4-5 fois dans la même journée: «Coucou, coucou, coucou». Et là, c'est pas possible. Genre, chacun est assez occupé pour respecter le temps de l'autre, tu vois? Donc je pense qu'il y a des vraies, barrières à mettre en place, poser ses limites, les communiquer et si quelqu'un ne les respecte pas, ne pas avoir peur de en fait, de mettre un stop. Ah, mais sinon on se fait bouffer. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, j'avais une nana une fois, elle devait signer dans mon accompagnement et je lui réponds pas le dimanche. Je suis désolée, je ne réponds pas le dimanche. Et elle a pété un plomb. Elle m'a dit même pas tu réponds, machin, alors que je veux rejoindre ton accompagnement, je veux te donner de l'argent. Je sais pas quoi. Bah, J'étais là, mais ouais. j'en veux pas de ton argent. Enfin, si c'est pour commencer un accompagnement comme ça, non merci. J'ai le luxe de sélectionner mes clientes. Ouais. Et ça, c'est des relations toxiques où après tu rentres en mode victime, bourreau, sauveur et on sort plus en fait. Et surtout, c'est que pour démarrer une bonne collab, surtout sur de l'accompagnement, bah, tout de suite et d'ailleurs, moi, je fais toujours ça avec mes clients, tu vois, petit appel de démarrage. C'est quoi votre manière idéale de communiquer? Et ensuite, moi, je dis: «OK, c'est quoi, moi, ma manière idéale de communiquer? C'est quoi un peu les trucs qui, moi, peuvent me frustrer et peuvent me mettre, un peu tendue?» Comme ça, tout de suite, on a le terrain de jeu de l'un et de l'autre et on sait qu'on doit respecter, certaines limites et c'est comme ça qu'on protège aussi la relation dans le long terme. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que moi, je vois mes clients. Pas vraiment comme des clients, mais plutôt des partenaires, tu vois? Il y a pas, je suis là, je vais faire ton SEO donc
je te réponds quand je veux, tu vois? Pas du tout, tu vois? Il y a un vrai, faut rééquilibrer le pouvoir dans une relation. Je sais pas si je le dis bien, mais Ah ouais, alors moi ça résonne complè je travaille aussi comme ça, exactement de la même manière. C'est vraiment win-win. On est partenaires, tu as tes boundaries, moi j'ai les miennes et puis, bah, on se respecte quoi, mais comme totalement. n'importe quelle autre relation, en fait. Bon, la question qui fâche, le SEO, l'IA, où on va? J'adore parce qu'en ce moment, en plus, on me pose, beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de tests de Google et cetera. Déjà, si je peux tirer les grandes lignes, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire du SEO full IA et se dire que: «Ouais, ça marche», c'est mort. Oui, ça va sûrement fonctionner, 2-3 semaines, voire un mois et après ça va être l'effet inverse et blacklisté par Google et je suis convaincue que d'ici fin, 2025, il va y avoir de plus en plus de pénalités de l'utilisation abusive de l'IA et que ces sites-là qui génèrent plein d'articles et de pages, complètement, auto-générés et où il y a même pas quelqu'un qui regarde ce qui a été écrit, tu prends les sites là, tu les mets à la poubelle, donc tout le temps que tu as fait à passer ça, enfin, en gros, ça sert à rien. Ce qui est sûr, c'est que oui, on peut utiliser l'IA en SEO, mais de manière intelligente. En fait, comme on utilise l'IA, pour quelconque, autre domaine, c'est en assistant, donc il peut nous débloquer, il peut nous aider, il peut nous faire, un peu challenger certaines pensées, mais on passe pas par la rédaction full ChatGPT, par exemple. On va toujours repasser devant, il faut ajouter son branding, aussi il faut ajouter, bah, sa patte. Les gens, je pense, ont lu trop d'IA et ça se voit maintenant aussi en un coup d'œil et on a envie de lire des contenus qui sont écrits par les humains. Il y a tellement de contenus sur lesquels on est confronté toute la journée. Donc quand tu vas faire une recherche parce que tu es vraiment intéressé par un produit ou par, un service que tu veux trouver, tu as intérêt à ce que la page, elle soit écrite par un humain, pour un humain, tu vois? Si tu veux espérer pouvoir faire rester quelqu'un, le temps d'attention, si tu tout de suite tu chopes pas, comme je te Complètement, disais ouais. tout à l'heure, sur les fameux points de douleur de ta cible, mais tu oublies quoi, tu sais ta page elle servira à rien. Tu seras peut-être positionné, mais elle te rapportera rien derrière. Donc oui, on peut utiliser l'IA, mais comme on l'utilise dans la vie, avec modération et C'est ça. intelligence. Et oui, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités d'IA que Google a sorties, Google Discover, Google Overview et cetera. Le seul message que je peux faire passer là-dessus, c'est il faut pas miser 100 de sa strat là-dessus. Quand on fait un bon SEO, on sera éligible à cette nouvelle feature de Google et encore une fois, ça reste des tests, donc il peut aussi décider du jour au lendemain de l'enlever. Donc toutes les boîtes qui se sont dit: «Oh, il y a un nouveau truc, faut faire ça, full, enfin en gros on met tapis sur cette strat, il y a quand même une chance sur 2 pour qu'il arrête. Donc j'irai pas comme ça. Ouais, OK, faut faire gaffe à la stratégie. Et juste pour le fun, pourquoi la loutre? C'est les pommettes? C'est ça? Alors écoute, il y a beaucoup de théories j'adore écouter les théories de chacun. Il y a des gens qui ont pensé que j'ai pris la loupe parce qu'ils trouvent que je ressemble à ma mascotte. Je trouvais ça hyper drôle. Il y a des gens qui ont cru que c'était mon animal totem, que je me l'étais fait tatouer et cetera. Enfin, toutes vos théories sont encore mieux que ce que la réalité. J'aimerais avoir une histoire incroyable à raconter, hein, pour, la loutre. Heu, il n'y a pas d'histoire incroyable. Hem, à l'époque, je publiais sur LinkedIn et c'était, une époque où quand tu mettais un petit emoji dans ton titre, ça te permettait d'être beaucoup plus, démarqué. Mais tout le monde utilisait des emojis très, business, tu vois? La fusée, le truc, tu vois? Genre en mode, «Je t'aide à propulser, nanana» et moi je me suis dit: «En vrai, vous me saoulez à vous trop vous prendre au sérieux là sur LinkedIn». Du coup, j'ai vu ce petit emoji loutre, je me suis dit, bah, outre ça, bah, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire: «J'aime pas les loutres», tu vois? Genre tout enfin, c'est un animal super mignon, donc tout le monde aime les loutres. Donc je mets l'emoji loutre et en fait, je me suis dit: «Mais c'est trop bien parce qu'en fait, ça n'a rien à voir». Genre je mets un emoji loutre et je parle de SEO. Les gens vont pas comprendre et du coup, c'était tellement what the fuck que je me suis dit: «À quel point, en gros, j'arrive à faire lire du SEO aux gens grâce à un truc qui n'a rien à voir». Donc je l'ai plus, considéré comme un challenge marketing, comme une petite accroche visuelle, tu vois aussi. Au début, j'utilisais que l'emoji, après j'ai fait faire ma mascotte 3D pour aller beaucoup plus Mmh. loin et en fait, bah, les gens ont trop kiffé le délire de l'outre, ils sont partis, mais ils sont partis et c'était inarrêtable pour moi. Les gens faisaient des jeux de mots, genre la loutre du SEO. Aujourd'hui, j'ai plus de recherches sur Google sur la loutre du SEO que sur le mot Amandine Barr quand même. Il il y a un truc il y a un truc qui a câblé, tu vois, quelque part. Mais moi, quand les gens et quand je vois mon audience, foncer sur un truc, bah, je les suis, en fait. Donc j'y vais à 300. Vous aimez la loutre? Il y a pas de souci, je vais faire une mascotte. Vous aimez ça? OK, vas-y, on y va et je pense que c'est aussi ça qui fait que je me suis beaucoup démarquée. C'est parce que j'ai juste écouté, en fait, les gens et mon audience et qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui faisait ma différence, tu vois? Et de là est né tout le délire de la loutre. Ce qui est cool, c'est qu'elle est encore là et je pense qu'elle sera toujours là
Et c'est Sûrement. toujours Je aussi vois what les the petits fuck, en fait. stickers, c'est tout, elle est trop mignonne. Et mais maintenant, elle est partout, hein, goodies client, elle est partout dans le bureau. On a fait faire des cadres, tu vois, j'ai fait faire attends, hop, le cadre, faire un petit j'ai fait faire un petit Doliprane et tout qu'on a fait maison, bref, je pense que ça va partir très loin cette, cette histoire de loutre. Trop bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment, c'était important pour moi d'interviewer des personnes qui ont des vraies compétences et qui sont éthiques et authentiques. Ça, c'est très important parce que quand tu as des vraies compétences, mais que derrière, voilà, t'es un requin, c'est pas très intéressant. Et toi, ce que tu fais, t'apportes énormément de valeur dans ton contenu, dans tes formations, avec ton agence. Et j'aime le mindset, j'aime vraiment tout ce que tu apportes. Donc, merci beaucoup. C'est cool, en tout cas. Merci. Mais ça me paraît essentiel pour moi, tu vois? L'intégrité dans le domaine que je fais, c'est non négociable. Carrément. Merci pour tout. Merci.